Rebonjour tout le monde. Je suis allée me faire un café. J'ai échappé la moitié de mon café sur mon roman. C'est un détail. Et je suis maintenant prête à continuer la lecture. On était rendu à la page 31. Donc, voilà. J'espère que vous avez repris votre ordinateur avec le livre et que vous êtes prêts à lire avec moi. Donc là, ce qui s'était passé avant, c'est que Christopher a été arrêté par le policier, puis le policier l'a embarqué et l'amène au commissariat. Donc là, à partir du chapitre 23, on est rendu au commissariat, puis ça continue avec la trame narrative normale, donc celle de l'histoire du chien. Quand je suis arrivée au commissariat, j'ai dû retirer les lacets de mes chaussures et vider mes poches sur le comptoir, au cas où elles contiendraient quelque chose dont je puisse me servir pour me tuer, pour m'évader ou pour attaquer un policier. L'agent qui était assis derrière le comptoir avait des mains très poilues et il s'était tellement rongé les ongles qu'il avait saigné. Voici ce qu'il y avait dans mes poches. 1. Un couteau de l'armée suisse avec 13 accessoires, dont une pince à dénuder, une scie, un cure-dent et une pince à épiler. 2. Un bout de ficelle. 3. Une pièce de casse-tête en bois comme ça. Puis là, il y a mis une petite image. 4. 3 croquettes de nourriture pour rat, pour Toby, mon rat. En 5e, une livre et 47. Plus précisément, une pièce de 1 livre, une pièce de 20 pences, 2 pièces de 10 pences, une pièce de 5 pences et une pièce de 2 pences. 6. Un trombone rouge. Et 7. Une clé de la porte d'entrée. Donc là, ici, en voyant que Christopher a des livres dans ses poches, on peut essayer de comprendre dans quel pays Christopher habite. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas, il ne l'a pas dit. Mais les livres, ça se retrouve souvent au Royaume-Uni. Je ne suis pas sûre si c'est le pays, mais je suis pas mal certaine qu'il est au Royaume-Uni. J'avais aussi ma montre et ils m'ont demandé de la déposer sur le comptoir, mais j'ai dit qu'il fallait que je la garde pour savoir exactement quelle heure il était. Quand ils ont essayé de me l'enlever, j'ai crié, alors ils me l'ont laissé. Donc, le fait qu'ils veulent absolument avoir sa montre pour voir l'heure puis tout. On voit aussi qu'il est très précis, il aime les nombres premiers, fait qu'on peut comprendre peut-être que les chiffres, c'est important pour lui. Fait que c'est pour ça qu'il veut absolument avoir l'heure, peut-être. Ils m'ont demandé si j'avais de la famille. J'ai dit que oui. Ils m'ont demandé qui était ma famille. J'ai dit qu'il y avait père, mais que mère était morte. J'ai dit qu'il y avait aussi oncle Terry, mais qu'il habitait Sunderland et que c'était le frère de père et qu'en plus, il y avait mes grands-parents, mais que 3 d'entre eux étaient morts et que grand-mère Burton était dans un foyer parce qu'elle souffrait de démence sénile et me prenait pour quelqu'un qu'on voit à la télévision. Alors, ils m'ont demandé le numéro de téléphone de père. Je leur ai dit qu'il y avait 2 numéros, celui de la maison et celui de son téléphone portable. Et je leur ai donné les 2. La cellule de la police me plaisait bien. C'était un cube presque parfait de 2 mètres de long sur 2 mètres de large sur 2 mètres de haut. Elle contenait approximativement 8 mètres cubes d'air. Il y avait une petite fenêtre avec des barreaux et, du côté opposé, une porte métallique avec un long guichet étroit près du sol pour glisser des plateaux de nourriture dans la cellule et un guichet coulissant plus haut pour que les policiers puissent regarder à l'intérieur et vérifier que les prisonniers ne se sont pas évadés ni suicidés. Il y avait aussi un banc capitonné. Je me suis demandé comment je m'évaderais si ça se passait dans une histoire. Ce ne serait pas facile parce que je n'avais que mes habits et mes chaussures, même pas de lacets. Je me suis dit que le meilleur moyen serait d'attendre une journée très ensoleillée et de me servir de mes lunettes pour concentrer les rayons du soleil sur un de mes vêtements et allumer un feu. En voyant la fumée, les policiers me feraient sortir de la cellule et j'en profiterais pour m'évader. Et s'ils ne remarquaient rien, je pourrais toujours faire pipi sur le vêtement pour éteindre le feu. Quelle bonne idée. Je me suis demandé si Mme Scheer avait dit à la police que j'avais tué Wellington et si, quand la police découvrirait qu'elle avait menti, on la mettrait en prison. Parce que dire des mensonges sur les gens, ça s'appelle calomnier. Donc là, calomnier, c'est quand même un mot assez complexe. Donc, moi, quand je vois des mots complexes comme ça dans un livre, je cherche la définition. Puis même si vous voyez ici, là, je l'ai surligné d'une couleur différente. Puis je suis allée chercher la définition dans le dictionnaire. Donc, ça veut dire attaquer l'honneur, la réputation avec des accusations fausses.
On continue avec le chapitre 29. Et là, c'est un chapitre qui n'est pas dans la trame sonore, encore une fois, donc on n'est plus dans l'histoire du chien. Je trouve les gens déconcertants pour 2 raisons essentielles. La première raison est qu'ils parlent beaucoup sans se servir de mots. Quand on parle beaucoup et qu'on ne sert pas de mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il parle surtout du langage non-verbal. Donc, notre posture, comment on place nos bras et tout ça. Siobhan dit que si on lève un sourcil, ça peut signifier plusieurs choses différentes. Ça peut signifier « j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi », mais aussi, je trouve que ce que tu viens de dire est complètement idiot. 2 choses quand même à l'extrême opposé. Siobhan dit aussi que quand on ferme la bouche et qu'on expire bruyamment par le nez, ça peut signifier qu'on est détendu, ou qu'on s'ennuie, ou qu'on est fâché. 3 choses assez différentes, mais c'est vrai que c'est expirer par le nez. Tout dépend de la quantité d'air qui sort de votre nez et de la rapidité avec laquelle il sort, de la forme qu'a votre bouche à ce moment-là, de la manière dont on est assis et de ce qu'on a dit juste avant et de centaines d'autres choses qui sont bien trop compliquées pour qu'on puisse les déchiffrer en quelques secondes. La seconde raison essentielle est que les gens parlent souvent par métaphore. Voici quelques exemples de métaphores. C'est une bonne pâte. Il était la prunelle de ses yeux. Avoir un squelette dans le placard. Il fait un temps de chien. Elle est à la fleur de l'âge. Si jamais vous ne les connaissez pas, ces expressions-là, c'est le fun d'aller les regarder sur Internet. C'est une bonne pâte. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. La prunelle de ses yeux, ça veut dire que c'est important à ses yeux. Donc, une prunelle, c'est comme ça a de la valeur. Avoir un squelette dans le placard, c'est assez difficile, mais ça veut dire que tu as des secrets. Donc, tu caches quelque chose, tu sais. Parce que quand tu as un squelette dans ton placard, c'est comme pas qu'on le trouve. Qui fait un temps de chien, ça veut dire qu'il fait pas beau. Puis elle était à la fleur de l'âge, ça veut dire qu'elle est jeune et qu'elle est dans son temps. Tout comme moi. Le mot métaphore veut dire transporter quelque chose d'un endroit à un autre. Et il vient des mots grecs, que là je ne peux pas prononcer, qui signifient d'un endroit à un autre, et un autre mot grec qui veut dire porter. C'est quand on décrit quelque chose en utilisant un mot qui désigne autre chose. Ça veut dire que le mot métaphore est une métaphore. Je trouve qu'on ferait mieux d'appeler ça un mensonge parce qu'un chien n'a rien à voir avec le temps et que personne n'a de squelette dans son placard. Quand j'essaie de me représenter une de ces expressions en tête, ça ne fait que m'embrouiller parce que m'imaginer une prunelle dans un œil, ça n'a rien à voir avec aimer beaucoup quelqu'un et alors je ne me souviens plus de ce qu'on était en train de me dire. Mon prénom est une métaphore. Il veut dire qui porte le Christ et vient des mots grecs que je peux encore une fois pas prononcer, qui veut dire Jesus Christ et un autre mot. C'est le nom qu'on a donné à Saint Christophe parce qu'il a fait traverser une rivière à Jesus Christ. On ne peut que se demander comment il s'appelait avant d'avoir porté le Christ de l'autre côté de la rivière. En fait, il ne s'appelait pas du tout parce que c'est un récit apocryphe. Ah, j'ai de la misère à prononcer ce mot-là chaque fois. Un récit apocryphe. Ce qui veut dire que c'est un mensonge là encore. Bon, excusez-moi, j'ai des fois de la misère à prononcer les trucs. Mère disait que ça signifie que Christopher est un joli prénom parce que c'est l'histoire de quelqu'un de gentil et de serviable. Mais je ne veux pas que la signification de mon prénom soit l'histoire de quelqu'un de gentil et de serviable. Je veux que la signification de mon prénom, ce soit moi. Donc, on est rendu au chapitre 31, puis ça va être dans une autre vidéo.